Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une théorie assez fascinante, celle du philosophe Sri Aurobindo, qui nous parle de notre évolution passée et future. En gros, on va essayer de comprendre le mécanisme même de la conscience. C'est un sacré programme. Alors pour commencer, la question de base, celle qu'on se pose tous à un moment ou à un autre, mais comment la conscience humaine est-elle apparue sur Terre? D'où est-ce qu'on vient, au fond? Dans les minutes qui suivent, on va partir ensemble explorer une piste de réponse à ce grand mystère. Et justement, selon Sri Aurobindo, il y aurait deux grandes manières d'expliquer notre arrivée. Deux scénarios, en fait, qui proposent une vision vraiment différente de la façon dont la nature procède. Alors voilà les deux options sur la table. D'un côté, on a l'idée d'une création paf, soudaine, presque sortie de nulle part, et de l'autre, une évolution beaucoup plus lente, mais avec des bonds, des sauts décisifs à certains moments. Alors, quel chemin la nature a-t-elle choisi? Eh bien, comme souvent, la réponse est un peu plus subtile que ça. Parce qu'en fait, et c'est ça l'indice clé, la nature ne se contente jamais d'une seule option. Elle a toute une boîte à outils à sa disposition. Elle ne choisit pas une seule voie, elle les utilise un peu tout en même temps. C'est un peu comme un super bricoleur qui a toujours le bon outil pour la bonne situation. Regardez ça, c'est assez parlant. On est là, super fiers de nos inventions, comme la technologie CRISPR, mais en réalité, on ne fait que copier ce que la nature fait depuis des millions d'années. Des mutations génétiques grâce à des radiations, la nature, elle, utilise les rayons cosmiques. Modifier le génome, elle se sert de virus pour ça. On n'a rien inventé en somme. Mais bon, les outils, ce n'est pas le plus important. Le vrai moteur du changement, le secret de l'évolution selon cette théorie, c'est autre chose. C'est un schéma, un modèle qui se répète à chaque grande transition. Ce qui compte, ce n'est pas tant la méthode, mais un changement radical de perspective, une réorganisation de la conscience elle-même. Et ce concept clé, c'est ce qu'on appelle le renversement de la conscience. Pour faire simple, imaginez que la conscience, c'est une voiture. Pendant longtemps, un certain conducteur était au volant. Et puis, à un moment donné, un nouveau conducteur arrive, prend sa place et commence à piloter. Mais il ne se contente pas de conduire, il regarde l'ancien conducteur, qui est maintenant passager, et il se met à le remodeler, à le maîtriser. La nouvelle conscience prend le dessus et réorganise l'ancienne. Ok, ça peut paraître un peu abstrait, alors prenons le premier grand exemple de ce phénomène, le passage de l'animal à l'humain. C'est le grand renversement qui nous a définis, celui où la raison humaine a pris le dessus sur l'instinct animal. Et ce processus, il se déroule en plusieurs étapes. D'abord, il faut une préparation, une base physique prête pour le changement. Ensuite arrive le moment crucial, le renversement lui-même. C'est là que la nouvelle conscience, la raison, prend les rênes. À partir de là, elle se met à observer l'instinct d'en haut pour le comprendre et le gérer. Ça permet ensuite d'élargir ses propres capacités et finalement de développer des pouvoirs complètement nouveaux, comme la pensée abstraite, la planification. L'analogie du cavalier et du cheval sauvage est parfaite pour ça. La force vitale, l'instinct, c'est le cheval, puissant, imprévisible, sauvage. Et le mental, la raison, c'est le cavalier. Au début, le cavalier est juste accroché, il essaye de ne pas tomber. Le renversement, c'est le moment où il apprend à tenir les rênes et à vraiment diriger le cheval là où il veut aller. On passe de subir à maîtriser. Et en fait, ce grand schéma, on le voit se rejouer à plus petite échelle dans nos propres vies. Pensez à l'adolescence par exemple. C'est ce moment où notre intellect commence à se développer vraiment et à observer nos émotions, à les analyser, parfois à se battre avec elles. C'est une sorte de mini-renversement intérieur que tout le monde connaît plus ou moins. Bon, on a vu le passé. Maintenant, projetons-nous. L'idée, c'est que si ce schéma a fonctionné pour nous créer, alors il pourrait très bien s'appliquer à notre futur. C'est peut-être un plan, une sorte de feuille de route pour la suite. Et ça amène une question assez vertigineuse. Si ce modèle a fonctionné une fois pour passer de l'animal à l'humain, est-ce qu'il peut nous aider à prédire la prochaine étape, notre propre avenir évolutif? Et quand on met les deux transitions côte à côte, le parallèle est frappant. Pour passer de l'animal à l'humain, l'ancien conducteur c'était l'instinct, le nouveau c'est la raison. Et ça a nécessité un changement surtout physique. Maintenant, pour la prochaine étape, l'ancien conducteur c'est notre raison et le nouveau, ce serait l'intuition. Et là, le changement requis n'est plus physique, il est psychologique. Le modèle est le même, mais le champ de bataille a changé. On retrouve donc la même dynamique de lutte. Hier, la bataille, c'était la raison contre l'instinct, le cavalier qui apprend à maîtriser le cheval. Demain, la lutte sera peut-être celle de l'intuition contre la raison. Attention, il ne s'agit pas d'éliminer la raison, mais de la mettre à sa juste place, d'en faire un outil guidé par quelque chose de plus vaste, l'intuition. Et voilà la différence vraiment cruciale pour nous, aujourd'hui. Cette prochaine étape, ce prochain saut, ne dépend pas d'un changement biologique. Notre corps, notre cerveau sont a priori suffisants. Le véhicule est prêt, comme on dit.
La transformation attendue est purement psychologique. Elle doit se passer à l'intérieur de nous. D'accord, mais alors comment ça se passe concrètement? Comment ce changement peut-il avoir lieu? La théorie dit que tout repose sur la rencontre de deux forces, deux mouvements qui vont dans des sens opposés, mais qui sont faits pour se rejoindre. La première force, elle vient d'en bas. C'est nous, l'humanité. C'est notre aspiration, notre désir, notre effort pour aller plus loin, pour atteindre un état de conscience supérieur. C'est l'appel qui monte de la Terre, si on veut. Et la deuxième force, eh bien, c'est la réponse à cet appel. Elle vient d'en haut. C'est une sorte de grâce, une influence d'un plan de conscience plus élevé qui descend pour rencontrer notre aspiration. C'est la réponse du ciel à l'appel de la Terre. Et la clé, elle est là. Sri Aurobindo le dit très clairement, aucun de ces deux pouvoirs ne peut y arriver seul. C'est leur conjonction, leur rencontre qui déclenche la transformation. L'effort humain qui aspire vers le haut doit rencontrer la grâce qui descend. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Une question pour aujourd'hui, pour notre époque. Si tout ça est vrai, si ce mécanisme est bien celui de l'évolution, alors est-ce que l'humanité, en ce moment même, est en train d'appeler consciemment son prochain chapitre? Est-ce que cette aspiration, cette poussée depuis le bas, est déjà en train de se produire? Et si c'est le cas, n'attend-elle plus que la réponse d'en haut?